Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, on ne va pas vous lâcher aujourd'hui puisque vous êtes notre actualité médiatique. En effet, vous êtes poursuivi et vous allez être convoqué devant la 17e chambre correctionnelle de Paris le 18 février prochain. On va en parler, ce sera l'objet de notre dossier de cette semaine. On n'oubliera pas bien sûr les pastilles de l'information juste après et le portrait piquant de cette semaine qui est une rediffusion consacrée à Pascal Praud. Immédiat numéro 526. C'est parti, on a du pain sur la planche. Jean-Yves, je le disais en introduction, vous êtes donc poursuivi et convoqué devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Elle est consacrée aux VIP, j'allais dire, aux very important persons que vous êtes vous également. Elle est surnommée, cette chambre aussi, la chambre des médias. Donc c'est tout à fait logique qu'on en parle dans Immédiat sans concession, vous allez le voir. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Yves? Vous avez fait 2 tweets. Et ces 2 tweets, eh bien, on a jugé qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la considération d'un juge. Cette juge, il s'agit de Florence Nicolec. Je vous passe les 2 tweets à l'antenne, chers téléspectateurs. Cette chambre, elle a traité aussi d'autres personnalités. Il y a eu Dieudonné qui est passé avant vous. Il y a eu Zemmour, Mila, Renaud Camus, que du beau monde. Ça soulève beaucoup de questions, votre affaire, hein, et des questions notamment sur la liberté d'expression, sur la censure aussi, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines dans Immédiat. Jean-Yves, quelles sont vos attentes pour ce procès du 18 février prochain? Comment est-ce que vous allez vous défendre face à ces accusations? Alors, vous savez, je comparais devant la 17e chambre et Renaud Camus, qui a beaucoup le sens de l'humour, a dit que c'est la justice qui allait comparaître devant moi le 18 février, en ce sens que je vais poser la question de la responsabilité des juges, du pouvoir judiciaire, dans le développement de l'immigration en France. L'immigration se développe en France parce que ce sont des décisions judiciaires qui l'imposent. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les tribunaux administratifs, la Cour nationale du droit d'asile, ce sont les juges qui imposent l'immigration en France. Et à partir du moment où ce sont les juges qui imposent l'immigration en France, eh bien je considère qu'on doit pouvoir les critiquer. J'imagine que vous aurez pour cela de nombreux arguments politiques, médiatiques pour défendre votre cause. Lesquels seront-ils? Écoutez, l'argument politique, je vous l'ai expliqué. À partir du moment où la politique de l'immigration est définie par les juges, on doit pouvoir critiquer les juges. C'est l'argument de la liberté d'expression. Mon avocat, Maître Frionf, fera valoir que mes interventions, à travers mes tweets ou d'autres activités, participent à ce qu'on appelle, en droit, un débat d'intérêt général. Je donne un point de vue, je comprends très bien que d'autres puissent avoir d'autres points de vue, c'est la liberté, mais en donnant un point de vue, je participe à un débat d'intérêt général, et le débat d'intérêt général, il doit être protégé par la liberté d'expression. Si vous êtes condamné, Jean-Yves, est-ce que vous envisagez de faire appel d'ores et déjà devant la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la liberté d'expression? Alors là, vous allez je vais trop loin. Beaucoup trop vite. La justice est beaucoup plus lente. Bon, il y a donc cette audience du 18 février. Je ne sais pas ce que requérera le parquet. Je ne sais pas ce que demandera l'avocat de Madame Nicolec. Donc attendons. Ensuite, il y aura un jugement qui sera rendu vraisemblablement 2 ou 3 mois plus tard. Si je gagne, très bien. Si je perds, je ferai appel, bien entendu. Si je perdais en appel, j'irai en cassation. Et le cas échéant, quand toutes les procédures de droit seraient épuisées, et si je n'obtiens pas satisfaction, effectivement, pourquoi pas aller à la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr. La liberté d'expression, on ne transige pas avec, on la défend. Je dois dire d'ailleurs,
nos spectateurs qui parfois ont l'impression que la justice laisse passer beaucoup d'affaires, enterre beaucoup d'affaires, elle sait faire du zèle pour des tweets, parce que je ne suis pas le seul à être concerné pour des poursuites, pour des tweets. Il y a le compagnon de Fiorina Ligné, la jeune femme qui avait été borgnée lors de l'affaire des Gilets jaunes. Son affaire, ça remonte à 6 ans, ça n'a toujours pas avancé. 6 ans. Lui, il est poursuivi, il va être poursuivi pour quelques tweets. En tout cas, il est convoqué à la gendarmerie pour cela. Et dans l'affaire de Crépol, du meurtre de Thomas à Crépol, pour le moment, il n'y a encore eu aucun jugement, sauf le jugement de quelques personnes qui ont fait des tweets pour condamner les agresseurs et qui se sont retrouvés eux-mêmes condamnés par la justice. Vous voyez, la justice, elle est quand même beaucoup dans le deux poids, deux mesures. Il y a les sujets sur lesquels elle prend son temps, il y a les sujets qu'elle enterre, mais pour les délits d'opinion, elle sait parfois faire du zèle. Alors, votre tweet, il date de 2022. Jean-Yves, oui. J'avais oublié de le mentionner. Est-ce que vous craignez que ce procès soit aperçu comme un procès politique, étant donné vos positions qu'on connaît sur l'immigration et la souveraineté nationale? Alors, d'abord, mon tweet, il concerne, on l'a vu, il concerne une décision de justice, effectivement celle de Mme Nicolic, qui visait à suspendre une décision de M. Darmanin visant à expulser de France un imam islamiste, M. Iqiyoussen. Voilà. Et donc, si vous voulez, il pose la question: qui est responsable, qui décide de qui a le droit de séjourner ou non en France. Et on est passé, au cours des 40 dernières années, d'un droit de l'immigration, où, au fond, c'était l'État, par un acte de gouvernement qui décidait quelles étaient les personnes qui pouvaient être ou non sur le territoire, à un droit à l'immigration, où ce sont les juges qui décident en fonction des considérations individuelles et personnelles. En l'occurrence, le jugement visant à l'expulsion de M. Iqiyoussen avait été suspendu par Mme Nicolic au motif que ce brave imam avait un petit enfant ou des petits-enfants sur le territoire français et que ce serait trop grave par rapport à sa vie familiale que de le renvoyer dans son pays d'origine. La question de savoir qui décide de la politique d'immigration. Les juges, irresponsables dans les faits, ou les élus, les ministres, les députés. Jean-Yves, les Français veulent moins d'immigration. Il y a beaucoup aussi de polémiques autour des OQTF qui devraient être plus exécutés, encore une fois, selon les Français. Est-ce que vous pensez que cette situation, votre jugement, ça peut aussi alimenter finalement cette défiance vis-à-vis de la justice ? Je crois que ça peut contribuer à poser une question fondamentale. Qui, dans une démocratie, doit décider de la politique d'immigration ? Est-ce que c'est le peuple, à travers le référendum ou à travers des lois, ou est-ce que ce sont des juges nommés, auto-nommés en quelque sorte, et qui s'auto-investissent d'une mission de politique générale qui n'est pas de leur vocation initiale, en tout cas. La question de l'immigration, elle se pose. On vient de voir les derniers chiffres qui sont sortis. Le nombre de titres de séjour a encore augmenté, le nombre de demandeurs d'asile a encore augmenté. On est, comme le dit monsieur le Premier ministre François Bayrou, on est dans un sentiment de submersion migratoire. Eh bien, ça, c'est ce que ressent l'opinion. Et il est évident qu'à partir de là, il faut que les Français puissent se prononcer par référendum et par la loi à travers leurs élus sur cette politique d'immigration. Et cela implique de remettre en cause le pouvoir des juges, que ce soit le pouvoir des juges constitutionnels, le pouvoir des juges administratifs, Conseil d'État, tribunaux administratifs, Cour nationale du droit d'asile. Il faut remettre en question ce pouvoir-là, sinon nous n'en sortirons pas.
Alors, si je comprends bien, vous espérez catalyser autour de tous ces thématiques pour mobiliser lors de votre procès. Quel message vous souhaitez adresser à vos soutiens, mais aussi à tous les Français qui partagent vos préoccupations et qui pourraient hésiter eux aussi à tenir ce genre de propos par crainte des poursuites judiciaires? Je crois qu'il faut être toujours mesuré dans ses propos, mais en même temps ferme. Et quand quelque chose ne paraît pas admissible, moi, ce jugement m'a paru très contestable. Et par conséquent, je l'ai contesté. Je ne regrette pas de l'avoir contesté. Ça participe du débat. S'excuser, c'est s'accuser, c'est ce que vous répétez souvent dans Immédiat, Jean-Yves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de contester particulièrement cette décision de justice qui concernait cet imam? Pourquoi lui en particulier? Et pourquoi est-ce que c'est ce tweet-là qui a déclenché ensuite toute cette histoire de procès? C'est une affaire en fait qui a été médiatisée au moment de l'été 2022. Donc les propos, le comportement de cet imam paraissait justifier qu'on le renvoie dans son pays d'origine. Et immédiatement, il y a un juge qui s'est dressé, un juge, une formation de jugement du tribunal administratif de Paris, qui s'est dressé pour empêcher cela. On a d'ailleurs eu il y a quelques jours le même phénomène qui s'est reproduit, puisque quand M. Retailleau, cette fois, a voulu expulser un influenceur algérien, il y a aussi eu un juge qui a dit non, il n'y a pas urgence. Et vous voyez, c'est quand même très étonnant. Il est reparti en Algérie, puis reparti en France. Voilà. Et quand M. Retailleau, il est responsable, comme ministre de l'Intérieur, de l'ordre public. S'il considère que ce personnage étranger est dangereux, il est normal qu'il envisage et qu'il veuille son expulsion. Et les juges qui ne sont responsables de rien, parce qu'il peut y avoir des attentats, il peut y avoir des mesures contre les intérêts français, etc. Les juges n'en seront jamais jugés responsables, alors que le ministre de l'Intérieur peut effectivement en être jugé responsable. C'est donc assez choquant de voir que toutes les décisions un peu fermes en matière d'immigration se heurtent effectivement à des décisions judiciaires, pas seulement en France d'ailleurs, pas seulement en France, en Angleterre, où l'équivalent de la Chambre royale, la Couronne, la Cour de la Couronne, a annulé une décision qui visait à analyser les demandes d'asile, non pas sur le territoire du Royaume-Uni, mais sur le territoire du Rwanda. C'est la même chose en Italie, où M. Salvini a été poursuivi par des juges qui le menaçaient de plusieurs années de prison, et où Mme Meloni a des difficultés, là encore, avec les juges pour examiner les demandes d'asile, non pas depuis l'Italie, mais depuis l'Albanie. Donc il y a un problème dans tous les pays européens qui est une usurpation du pouvoir politique par le pouvoir judiciaire. C'est pas uniquement français. Vous êtes poursuivi cette fois-ci parce que vous avez ciblé particulièrement, on l'a compris, cette juge Florence Nicolic dans votre tweet. Pourquoi est-ce que vous avez nommé plutôt cette magistrate plutôt que de critiquer la décision de façon générale? Parce que finalement, c'est pour ça que vous êtes poursuivi. Oui, alors, les magistrats n'aiment pas être cités, voilà. Bon, mais en l'occurrence, si vous voulez, ce magistrat a été, dans cette décision, a eu plusieurs fonctions. Rapporteur, président de la formation de jugement et signataire de la décision. Donc, je considère que c'est sa décision. C'est une décision collective, sans doute, mais c'est une décision qui l'engage. C'est un point de droit que mon avocat fera valoir, Maître Triomphe, fera valoir au tribunal. Est-ce que vous pensez que vos propos dépassent la critique légitime? Enfin, vous le pensez? Ah non, absolument pas. Non, mes propos sont dans la limite de la critique. Je dois dire, à partir du moment où, qu'on le veuille ou non, le juge prend une décision politique, eh bien, il doit s'attendre à recevoir des critiques de nature politique. Il rentre dans l'arène politique, il reçoit
des critiques comme on peut en recevoir dans les arènes politiques. C'est normal, ni plus ni moins. Finalement, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la liberté d'expression, elle doit être absolue, dans la limite où elle touche à l'honneur d'un juge. Si vous voulez, la liberté d'expression, il y a une grande loi qui s'applique, là, en l'occurrence, qui est la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Elle considère que la presse et l'imprimerie sont libres. C'est une grande loi de liberté qui a été depuis un peu abîmée, mais en l'occurrence, elle continue d'inspirer le droit français. Et elle apporte comme limite à cette liberté d'expression les appels au meurtre, ce qui n'est pas le cas. C'était pas le cas dans le tweet. Et on va dire les diffamations et les injures. Au cas par cas, on peut le comprendre d'ailleurs. En l'occurrence, je n'injurie pas ce juge et je ne le diffame pas non plus. Je critique sa décision. Voilà, vous posez des questions. Et je pose des questions. La justice française, elle pense que les magistrats doivent être protégés, à la fois pour garantir des attaques personnelles, mais aussi pour préserver leur indépendance. Comment est-ce que vous conciliez cette nécessité avec le droit à la critique, finalement, que vous êtes en train d'évoquer ? Si vous voulez, l'indépendance des magistrats est quand même très, très relative. Elle est très relative parce que ils sont promus dans le cadre de commissions qui sont principalement des commissions corporatistes d'ailleurs, et des commissions qui sont contrôlées par les syndicats de magistrats, et notamment le syndicat de la magistrature. Et donc l'indépendance des magistrats, elle est relative, et les magistrats ont tendance à rendre leur jugement en fonction d'une interprétation politiquement correcte de principes généraux. Et puis vous savez, sur les magistrats, ce sont des hommes, des femmes qui ont des engagements. Un tiers sont au syndicat de la magistrature, ce qui ne veut pas dire que par nature ils rendraient forcément de mauvais jugements. Mais il y a quand même un climat où on va dire que la gauche syndicale est quand même assez puissante, assez pesante. Selon vous, où est-ce qu'elle se situe, la limite entre la critique légitime et la diffamation ? Parce que ça a l'air mince, finalement, si on en juge votre procès. La diffamation, si je dis que cette dame a été achetée pour son jugement, je la diffame. Si je dis que cette femme est de mauvaise vie, je la diffame. Mais ça n'est absolument pas le cas. Là, j'estime que son jugement mérite d'être critiqué. Voilà, c'est pas du tout de la diffamation. Et je rappelle par ailleurs qu'elle a été sous-préfète à la politique de la ville dans le Pas-de-Calais, et que les sous-préfets à la politique de la ville distribuent des subventions à différentes associations immigrationnistes et antiracistes. Mais c'est leur métier, si je puis dire. Je ne la diffame pas. Je rappelle un fait. Alors, si on parle du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, comme des institutions qui favoriseraient l'immigration, quelle réforme est-ce qu'on pourrait envisager selon vous ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sans menacer leur indépendance, mais pour arranger cette situation ? Il faut tout simplement retirer au Conseil constitutionnel le droit de censurer les lois, le fond des lois, comme il l'a fait il y a eu un an. Il y a eu une loi qui a été votée, qui était une loi, on peut dire, Darmanin-Retailleau, puisque Darmanin était ministre de l'Intérieur et Retailleau était président du groupe LR au Sénat. Bon, cette loi, elle était bien imparfaite, mais elle apportait un certain nombre d'avancées pour un meilleur ou moins mauvais contrôle de l'immigration. Elle avait d'ailleurs été votée par le Rassemblement national. Le Conseil constitutionnel l'a vidé purement et simplement de l'essentiel de son contenu. Mais de quel droit ? Donc il faut remettre le Conseil constitutionnel à sa place, qui n'ait un rôle purement formel et non pas de contrôle des lois. La démocratie, ce n'est pas les seules décisions de M. Laurent Fabius, après avoir été les décisions de M. Robert Badinter dans un temps précédent. Donc, de même, le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État qui a imposé le regroupement familial.
Hein. Et quand il y a eu le Covid, alors que vous n'aviez pas le droit de sortir de chez vous, sans vous faire un papier, et encore en n'allant pas à plus d'1 kilomètre, enfin je ne passe ces détails, ça a été validé par le Conseil d'État. En revanche, une décision qui avait été prise de suspendre provisoirement le regroupement familial avait été cassée par le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, c'est une machine immigrationniste. Le Conseil constitutionnel, c'est une machine immigrationniste. Il faut rendre le pouvoir au peuple. De même, la Cour nationale du droit d'asile, elle a décidé qu'on devait pouvoir accueillir toutes les femmes afghanes, 20 millions de personnes. Toutes les musulmanes sri-lankaises, 2 millions de personnes. Tous les homosexuels togolais, 400 000 personnes. C'est de la folie pure. Voilà. C'est de l'irresponsabilité. Et donc, la responsabilité politique, elle doit revenir aux élus politiques et au peuple. Jean-Yves, je vais vous poser des questions un peu plus personnelles. Ça vous expose à une condamnation. Comment est-ce que vous vivez cette possibilité? Est-ce que ça a un impact dans votre vie actuellement? Écoutez, quand on livre une bataille politique ou une bataille idéologique, on accepte de courir un certain nombre de risques. C'est pas votre premier combat. Bon, voilà, il y a des risques élevés. On peut risquer pour sa vie, on peut risquer pour sa considération, on peut risquer pour sa liberté, on peut risquer pour son argent, voilà, ça fait partie des risques. Bon, je pense que je suis très, très soutenu et que, voilà, je peux faire face à cela avec une certaine pugnacité et combativité. Vous appelez d'ailleurs à vous rejoindre lors de ce procès le 18 février prochain. Tenue correcte et comportement calme exigé? Oui. Naturellement. Il ne s'agit pas de mettre le bazar, mais je pense que les citoyens doivent pouvoir voir comment la justice est rendue en leur nom. Voilà. Donc j'invite ceux qui s'intéressent un petit peu à la justice, ceux qui s'intéressent à la liberté d'expression à venir. C'est au tribunal judiciaire de Paris à 13h30 le 18 février. Je crois qu'il y aura d'ailleurs un certain nombre de médias qui vont s'intéresser à l'affaire. Je n'ai pas l'intention de me laisser égorger en silence. En une phrase, pour résumer votre procès, qu'est-ce que vous diriez ? Que la liberté, ça se défend. Et que, je citerai Peggy, que je cite souvent, il faut surtout dire ce que l'on voit, et ce qui est encore plus difficile, voir ce que l'on voit. Et moi, ce que je vois, c'est que le pays est en train de disparaître sous la submersion migratoire, qui n'est pas seulement un sentiment, qu'il faut changer radicalement de politique, et que pour cela, il faut reprendre le pouvoir aux juges. Merci beaucoup Jean-Yves d'avoir répondu à nos questions dans Immédiat. Chers téléspectateurs, toutes les informations pour pouvoir suivre ce procès sont disponibles juste en dessous dans la description de cette vidéo. Place maintenant aux pastilles de l'information. Président français cherche attention désespérément. Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire, Jean-Yves, pour attirer l'attention. Là, récemment, Donald Trump a décidé de mener une guerre économique, commerciale, dirons-nous, à la France. Eh bien, Macron a répondu que l'Europe, mais la France aussi, devra se faire respecter. On est dans la petite phrase. Également, Macron a dit que pour l'intelligence artificielle, il a été interrogé à ce sujet d'ailleurs dans un hôpital, donc ce n'avait pas forcément à première vue grand-chose à voir. Il a dit « Je veux qu'on soit les meilleurs ». Cette petite phrase intervient d'ailleurs après un échec assez cuisant, je dois dire, vécu par l'IA française qui a été promue, Lucie. Qu'est-ce qu'il nous a inventé récemment aussi dans les petites phrases, toujours il a décidé que les élèves français avaient trop de vacances scolaires. Il a remis une pièce dans la machine de ces vacances. Macron, quand on cherche toujours sur les actualités de Macron, il n'y a pas de grosse actualité, c'est ce que j'essaye de vous dire. Il a embauché
un des acteurs de Un petit truc en plus. Donc c'est un acteur handicapé. Cette personne, à quoi sert-elle pour Macron? Eh bien, elle sert à lui ouvrir son courrier. Qu'a-t-il déclaré également? Sans doute une tentative pour revenir sur le devant de la scène internationale. Il a déclaré qu'il avait appelé le nouveau dirigeant de Syrie pour l'inviter en France. Et il s'apprête à annoncer la tenue d'un référendum. Voilà. Comment est-ce que vous voyez ça, Jean-Yves? Les médias s'y trompent, en tout cas. Je crois, si vous voulez, que ce qu'il dit n'embraye plus sur rien. Parce qu'à l'international, il est complètement déconsidéré. Et qu'en France, la machine de l'État, c'est le Premier ministre et c'est l'Assemblée. Et donc, comme il n'embraye plus sur rien, il s'agite, mais il s'agite dans le vide par rapport à ce que vous avez dit sur Trump et la guerre commerciale. En fait, il y a un côté paradoxal à reprocher à Trump de vouloir protéger finalement la production américaine, donc il a la responsabilité, alors que nous avons en France beaucoup parlé de refuser le traité de Mercosur, précisément pour protéger un certain nombre de productions françaises ou européennes de la concurrence. La difficulté, c'est que Trump, il décide tout seul, alors que l'Union européenne, c'est un processus de décision extrêmement compliqué. Par conséquent, face à ce qu'on appelle la guerre commerciale, qui est tout simplement la protection commerciale, la Chine, évidemment, a même de résister plus facilement que l'Union européenne, puisque l'Union européenne, elle est éclatée entre des intérêts extrêmement divers et une grande faiblesse politique. Il y a un petit mème avec des dragons que je vous passe à l'écran, d'ailleurs, qui résume bien la situation. Jean-Yves, d'ailleurs, puisque vous abordez le sujet de l'Union européenne, on vient de créer une institution qui s'appelle le bouclier démocratique, dont Nathalie Loiseau est à la tête. Ouais. C'est amusant. C'est amusant. Alors, Nathalie Loiseau, qui est une lobbyiste, qui est une représentante de Soros dans les institutions européennes, va nous faire un bouclier démocratique. En gros, le bouclier démocratique, il est interdit d'exprimer tout ce qui va contre la doxa. Voilà. C'est ça le bouclier démocratique. C'est assez étrange. Ces gens ont des mots, on a l'impression de revivre. Moi, j'ai vécu, vous n'étiez pas né, la chute du communisme, la chute de l'Union soviétique. On a l'impression que ça revient. C'est quand même très étrange. En tout cas, visiblement, les médias ne peuvent plus voir Macron en peinture, sauf Les Échos, qui ont publié une tribune d'une artiste qui déclare ceci: « On veut voir un Macron en peinture ». Elle réclame un tableau de maître pour Emmanuel. Bon. Merwan Ben Lazar a fait une chronique sur C'est à vous, l'émission présentée par Elisabeth Lemoine, vous le savez. Et vous allez voir que les meilleures blagues sont les plus courtes parce que ça y est, c'est déjà fini. Il n'aura fait qu'une prestation. Pourquoi donc? Eh bien, parce que les gens sont allés sur son fil Twitter, patatras, et ils y ont trouvé certaines informations déplorable, je crois qu'on peut le dire. Levée de bouclier dans les médias. Qui est Merwan Ben Lazar, l'humoriste victime d'attaques sur les réseaux, nous dit 20 minutes. Le Huffington Post nous annonce que Rachida Dati a expliqué que l'humoriste ne sera plus à l'écran. Après sa chronique, Mediapart montre que des humoristes avec beaucoup de guillemets, Jean-Yves, comme Keyron, Charline Vanhoenacker, Vizorek, dénoncent des attaques racistes contre Merwan Ben Lazar. Et Le Figaro a fait un article qui explique d'où vient ce personnage, tandis que Libération, comme d'habitude, nous dit que Merwan Ben Lazar sera privé d'écran. Hein, c'est puni. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, cette fois-ci, l'habit, je crois qu'on peut le dire, a fait plus ou moins le moine, ou du moins le fondamentaliste. Merwan Ben Lazar, il s'est présenté donc dans C'est à vous avec un bonnet, une grande barbe, un peu de salafiste. D'ailleurs, il en a plaisanté dans un de ses précédents sketchs en disant qu'il était devenu un arabe à barbe, voilà, et que sa vie avait changé. Ce n'est pas de moi, je cite. Figurez-vous que l'intéressé a, suite à ces attaques, suite à ces remontées d'informations, dirons-nous, à immédiat, il a passé son compte X en privé. Mediapart dirait que ce ne sont pas des attaques, hein, mais que c'est une vague de haine. Et dans l'article, je cite, qui a été lancée
par Nathalie Loiseau, la députée macroniste, et une avocate. C'est quand même amusant que Nathalie Loiseau lance une vague de haine. Nathalie Loiseau, effectivement, elle veut interdire les discours de haine, et Mediapart dit qu'elle a tenu un discours de haine, donc elle va devoir s'interdire elle-même. Alors je crois qu'il y a dans cette affaire quand même une assez grande hypocrisie face au réel. Parce que qu'est-ce qui a choqué là, cet humoriste drôle comme tous les humoristes officiels, mais c'est effectivement Ça fait beaucoup rire Elisabeth Lemoine, en tout cas. Le look, le bonnet et la barbe. La barbe, effectivement, de nature salafiste. Mais ça mène quand même à se poser des questions, puisque l'ARCOM explique qu'il faut toujours de la diversité dans les chaînes de télévision. Si on représente de la diversité, aujourd'hui, une partie de la diversité musulmane, pas toute la diversité musulmane, mais une bonne partie de la diversité musulmane, elle se reconnaît derrière ce personnage. Et il est quand même étrange que les gens qui réclament la diversité, qui ont validé les politiques d'immigration qu'on a suivies depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans, soient surpris de voir arriver finalement un barbu. Et avec un barbu à la télévision, oui, voilà, c'est quand même la suite naturelle des choses. Il fallait réfléchir avant. Rachida Dati a dit que c'était pas la peine de saisir l'ARCOM. Il y a des barbes chez les musulmans, des barbes salafistes chez les musulmans, comme il y a des pommes sous les pommiers. Oui, justement, Jean-Yves, d'ailleurs, Nathalie Loiseau est tombée sur un tweet. C'est pour ça qu'elle a déclaré qu'elle demande pourquoi est-ce qu'on a mis cet humoriste à cet endroit. Parce qu'elle a fait remonter un de ses tweets. « T'étais encore en club alors que la place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton Seigneur, blâme pas le frère de chez UPS. » Alors c'est bien sûr une réponse à un tweet qu'on ne voit pas affiché, mais qui est quand même assez clair. Bon, finalement, cet humoriste, si on résume, il a mis la charia avant les blagues. France Télévisions diffusait hier soir un téléfilm. Le téléfilm s'intitule de la façon suivante, Béni soit Sixtine. Je vous lis le spin-off et puis ensuite je vous passe la bande-annonce. Lors de son mariage, Sixtine ignorait que Pierre-Louis Su de la Garde, son époux, faisait partie d'un groupuscule catholique intégriste et que leur idylle se transformerait rapidement en cauchemar. Après le décès de son mari dans d'obscures circonstances, la jeune veuve devient la proie d'une belle-mère qui l'isole du monde extérieur et semble même vouloir lui voler son nouveau-né. Sixtine parvient à s'échapper et s'installe dans un village sous une nouvelle identité. Elle s'attire la sympathie de Lydie, une mère isolée comme elle, et du prêtre du bourg. Réfugiée au sein d'une communauté bienveillante, Sixtine recommence à vivre. Mais si elle veut rompre avec la secte qui continue de la pourchasser, Sixtine doit trouver le courage de l'affronter. Je vous propose de regarder quelques images. C'est à vous, fille de Dieu, femme de croisée, d'être le rempart de la pureté. Ma petite femme parfaite. Je t'aime. À quoi ça sert que tu bosses? Je gagne largement assez pour nous deux. Oui, mais moi j'y tiens à travailler. C'est Dieu qui décide, pas toi. Demandez pardon plutôt pour votre orgueil. Ça va, t'inquiète pas, papa, je suis en sécurité. Je promets de n'adorer que Dieu. C'est ton triple facho? Béni soit Sixtine ou le miracle d'une renaissance. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors, c'est un film de pure propagande qui s'attaque à la religion catholique dans son expression qui se veut traditionnaliste, mais de manière absolument hallucinante. On associe la croix gammée, enfin, on a évidemment la réduction à Hitlerum au passage. Tout ça à gros sabots, à 1 heure de grande écoute, sur le service public, et avec une grande campagne d'annonces. Bon, qui n'a qu'à moitié marché, puisqu'il y a eu... Télé Loisirs a dit que c'était un film à ne manquer sous aucun prétexte. Voilà. France Info a dit pareil. Bon, finalement, 9 millions de spectateurs, 15% d'audience, c'est pas mirobolant, mais il y a quand même eu la pression de propagande avant, la pression de propagande pour un film de propagande. Il est évident qu'il y a un problème dans ce pays avec France Télévisions. Le seul intérêt du film, si l'on veut être vraiment objectif, je l'ai regardé, c'est qu'il parle des relations d'emprise et du fait qu'il est possible de s'en sortir, mais en effet, on hallucine quand on le voit.
France Travail, avez-vous entendu récemment parler de cette institution ? Peut-être si vous suivez Sarah Knafo, parce qu'elle a publié une grande enquête à ce sujet. Qui a repris cette enquête ? Eh bien, C8 dans la tribu de Baba, qui en avait déjà parlé. Ils avaient reçu Sarah Knafo face à Gilles Verdez. Cyril Hanouna est revenu, il a refait le match, entre guillemets, en demandant qui avait raison entre Gilles Verdez et Sarah Knafo. Sur CNews, pareil, le sujet a été largement abordé par Pascal Praud, par Christine Kelly. Le JDD également en a parlé. Mais finalement, quand on sort de la presse Bolloré, qui parle de France Travail ? Quand on tape France Travail sur Google, on tombe sur des articles qui s'auto-congratulent d'un partenaire désormais de France Travail qui va être l'intelligence artificielle pour aider les gens à trouver du travail. On espère que ça fonctionnera cette fois-ci, peut-être. En revanche, quand on tape France Travail Sarah Knafo, pour être un peu plus ciblé, eh bien, on ne rajoute comme média que Sud Radio, mais également MyCanal et Atlantico qui ont abordé le sujet, qui est pourtant, me semble-t-il, un vrai sujet. C'est un sujet absolument considérable, puisqu'il y a 54 000 personnes. Nos médias n'aiment que les bonnes nouvelles. Dont on ne sait pas très bien, en vérité, à quoi ils servent. Je dois dire, faire la publicité en plus de l'intelligence artificielle, ça rend un petit peu sceptique, puisque une des choses peut-être qu'apporte France Travail, c'est le contact. C'était de relation humaine. Une relation humaine. Donc, l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr qu'elle apporte beaucoup dans ce domaine-là. Et puis alors, si on fait intervenir l'intelligence artificielle, il faut peut-être supprimer du personnel salariés parmi les 54 000 employés de France Travail. Bon, voilà. Est-ce que les médias c'est très bien. Pas... Si vous voulez, ce qui est intéressant quand même là dans ce travail, c'est qu'il y a un vrai travail de fond qui a été fait par Sarah Knafo. Donc c'est très bien que ce travail soit connu et diffusé. Et, nos médias sont vexés parce qu'ils ont moins bien fait le boulot. En l'occurrence, quand on voit qu'il n'y a que, comme vous dites, la presse Bolloré, ce qui n'est pas normal que la presse Bolloré en parle, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que personne d'autre n'en parle. Voilà. C'est de l'occultation. Mardi, vous en avez sans doute entendu parler, si vous êtes attentif à l'actualité. Un commissariat de police a été attaqué sous les grilles d'Allah Akbar. Le soir, sur TF1, Gilles Boulot en a parlé dans son JT. En ces termes, en 14 secondes exactement, je vous propose d'écouter. Sachez qu'un homme a été interpellé peu avant 13h à Paris après s'être attaqué à 3 policiers qu'il a légèrement blessés devant les locaux de la préfecture de police. Il a été interpellé immédiatement. Le suspect, dont on ignore le mobile, dit être d'origine soudanaise. On nous dit qu'on ignore le mobile. L'information est expédiée de la façon suivante. Il n'y a pas d'illustration des faits, alors qu'on a juste avant et juste après 2 très gros reportages sur TF1 qui sont, eux, illustrés avec des interviews. Et puis surtout, Gilles Boulot ne nous dit pas que les policiers ont tous entendu Allah Akbar, ce qui est quand même une indication. Mais c'est pas parvenu jusqu'à l'oreille de Gilles Boulot. C'est pas parvenu jusqu'à l'oreillette de Gilles Boulot. C'est dommage. C'est dommage. Je vous propose maintenant d'écouter Quotidien, qui nous parle de quelque chose qu'on a déjà abordé dans les médias, c'est-à-dire des chaînes CNN, NBC et CBS qui sont en chute libre, qui se séparent de certaines de leurs stars. Et voyez comment est-ce que Julien Belvert parle de ces chaînes. C'est très intéressant. Les audiences des chaînes démocrates dégringolent depuis la victoire de Donald Trump sur CNN, sur NBC ou encore sur CBS. Nous encourageons les journalistes indépendants, les podcasteurs, les influenceurs et les créateurs de contenu à demander des accréditations pour la Maison-Blanche. Vous pouvez candidater maintenant sur notre nouveau site internet. Et oui, les influenceurs et podcasteurs pro-Trump ont joué un rôle considérable dans sa réélection. On devrait donc les voir très vite à la Maison-Blanche pour poser des questions sans concession. Alors, c'est très étonnant ce terme de chaîne démocrate. Moi, je pensais que les chaînes de télévision, elles étaient libres. Et non. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent que le journalisme citoyen a renversé les grands médias. Il s'est passé une révolution dans la communication lors de l'élection présidentielle américaine. Et évidemment, les gens comme Quotidien, ils sont quand même du mauvais côté de la partie. Voilà, donc ils sont tout tristes. Il y
un sujet que je voulais aborder avec vous depuis longtemps, c'est l'usage des réseaux sociaux. Vous savez, dans Immédiat, on parle de tous les supports médiatiques. Et c'est Topito, d'ailleurs, qui s'amuse de ces images d'intelligence artificielle qui sont largement publiées, commenter et liker, notamment sur Facebook, des images qu'on peut facilement déceler comme étant des images d'intelligence artificielle, mais ça marche pour beaucoup de personnes, tant et si bien que des grandes entreprises se sont emparées de la blague pour faire de la communication. Burger King qui utilise cette tournure très typique de ce qu'on appelle les brouteurs sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui essayent de vous aborder, d'attirer votre attention pour récupérer ensuite votre argent. Globalement, on sait que ça ne fera pas beaucoup de likes ici, car le savoir-faire n'est pas autant apprécié sur Internet. Mais on souhaite quand même rendre hommage au dur labeur de nos équipiers qui ont réussi un chef-d'œuvre culinaire et visuel. On nous montre un gigantesque burger signe. On est bien sûr sur une pub de Burger King. Vous aurez suivi la blague. Leclerc également a fait la même chose en mettant en dessous, en premier commentaire, ça y est, on vous a brouté. Il y a des gens qui décèlent que c'est une image par intelligence artificielle, mais il y en a quand même beaucoup qui commentent « c'est magnifique, bravo à tous depuis Bordeaux ». Voilà. Et alors ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a même une femme qui s'est faite avoir mais bien comme il faut. Il s'agit de la fameuse Anne, vous en avez sans doute entendu parler, et du faux Brad Pitt qui a réussi à lui extorquer 830 000 €. Voilà, c'est la guerre des fausses images et des nouveaux usages. Mais il faut garder l'esprit critique. Voilà. Tout à fait, il faut toujours garder l'esprit critique. Et je le dis souvent, avant de relayer une information par un canal, il faut essayer de la vérifier. Alors, on peut la vérifier, il y a des sites, il y a des comptes pour lesquels on peut avoir une grande confiance. Mais sinon, il faut être très, très prudent. Bon, ceci étant, c'est assez amusant, ces belles images. Je signale au passage que j'ai illustré dans Polémia un article pour évoquer mon procès, où l'image est une image effectivement réalisée par l'intelligence artificielle qui me représente avec des gants de boxe que l'intelligence artificielle m'a rajouté. Voilà. Mais oui, mais c'est très bien fait comme outil, mais il ne faut pas tomber dans le panneau quand ça cherche à faire de vous un produit finalement, chers téléspectateurs. Donc attention. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est également la guerre du cool, de façon plus ou moins réussie. Et notamment, je vous ai fait cette capture d'écran du compte TikTok de Gabriel Attal qui publie parfois des petites vidéos ou alors des petites images avec des musiques très, très modernes. Lui, il se met en scène avec son chien, il se met en scène. T'avais la Ligue des Champions ce soir, mais t'as choisi de regarder mon plateau sur France 2. 2,5 millions de vues quand même, Jean-Yves. C'est énorme. Ces plateformes ont un réel impact. Et puis je vous propose maintenant de regarder une vidéo d'un autre usage de TikTok, peut-être un peu moins réussi. Il s'agit de Louis Boyard, vous allez les reconnaître, et de Jean-Luc Mélenchon. Dimanche, on va aller voter. Vous les jeunes, on a besoin de vous. Allez voter. Ouais, ben c'est pas la peine, on va pas vous tirer les pompes. Hein. Si vous savez pas ce que vous avez à faire, je vous demande à quoi vous servez. Allez, il faut se mobiliser, hein, et puis tout très bien, et pas oublier, se lever le matin pour aller voter, pas écrire n'importe quoi sur le bulletin. Faut pas écrire dessus. Rien, faut pas écrire. On n'écrit pas sur le bulletin. Vraies images, vrai malaise. Quelques chiffres maintenant pour explorer une situation bien française. 663 000 bébés sont nés en France. C'est le chiffre le plus bas, mais chaque année, c'est le chiffre le plus bas depuis 1945. Donc les naissances sont en berne, Jean-Yves. À cela, on pourrait associer le titre, vous en avez parlé lors de notre interview en début de cette émission, les titres de séjour qui sont délivrés explosent. Il y a eu 336 700 titres de séjour délivrés. Donc là, c'est le chiffre le plus haut depuis 1945 également. On a des articles qui naissent dans différents médias. Donc là, c'est Madame Figaro. Ces Françaises qui ne veulent pas avoir d'enfants. On se sent plus libre sans enfants. Bon, quels sont également sur BFM les articles qui peuvent apparaître. Baisse des naissances. Pourquoi le réarmement démographique voulu par Emmanuel Macron ne prend pas
Un témoignage des Françaises qui ne manquent pourtant pas d'arguments. Quels sont les arguments ? J'ai choisi de renoncer aux cris, aux couches, aux rentrées scolaires et au samedi soir sans mes amis. J'ai décidé de tirer un trait sur la maternité, sans enfant donc et à jamais. C'est peut-être égoïste, mais c'est mon choix. Voilà, donc le choix des femmes. Il y a également Salomé Saké qui a été interviewée dans Libération parce qu'elle est catégorisée comme celle qui ne veut pas d'enfants. Et pourtant, elle est citée pour le titre de cet article dans Libé. Je sens poindre un désir d'enfant assez puissant, mais elle, globalement, elle pense que c'est à la société de proposer aux jeunes un monde qui permet de ressentir cette envie avec sérénité, puisqu'elle ne se voit malgré tout pas procréer, malgré cette envie. Ce sont ces mots, Libération, qui nous parle d'une génération désenfantée et qui nous demande s'il faut s'inquiéter ou y voir des évolutions positives. Voilà, on a une vraie place d'influence des médias sur ce sujet de société très important. Bon, je crois qu'à toutes les générations, il y a toujours eu un certain pourcentage de femmes qui n'avaient pas d'enfants, souvent parce que les hasards de la vie ou les hasards de la biologie ne leur permettaient pas, et un tout petit nombre qui étaient dans le refus. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que dans les différents médias, ça a commencé d'ailleurs sur des médias un peu marginaux au départ, comme Agi+, par exemple, ou Street Pass, etc. Il y a une petite musique sur le thème c'est bien de ne pas avoir d'enfants. Voilà. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, on a une propagande qui se développe, qui met en avant des comportements qui peuvent exister, qui après tout relèvent de la liberté individuelle, mais qui sont promus par les médias. Merci à tous de nous avoir suivis. On arrive à la fin de cette édition. Merci Jean-Yves, encore, je le rappelle, pour cette interview. Et puis, je rappelle aux téléspectateurs que toutes les informations pour le procès de Jean-Yves Le Gallou sont en bas dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez nous laisser un commentaire. On les lit comme chaque semaine. Et puis, on ne se quitte pas sans le portrait piquant de cette semaine qui est consacré à Pascal Praud. C'est une rediffusion, Jean-Yves. D'ici là, chers téléspectateurs, eh bien, à très vite sur TVL et portez-vous bien. Aujourd'hui, parlons du journaliste qui fait monter les audiences. J'ai nommé Pascal Praud. Pascal Praud est un pur produit nantais. Né en 1964, il y passe son enfance et se prend d'amour pour le football et le FC Nantes. Devenu une vedette des médias, Pascal Praud profite d'un climat politique troublé et d'une censure grandissante pour faire grimper allègrement les audiences, aussi bien sur CNews que sur Europe 1. Il y restera une vingtaine d'années, animant l'émission Téléfoot aux côtés de Thierry Roland. Parallèlement, il rejoint RTL et participe à l'émission On refait le match et présente ensuite, toujours dans le football, Tir au but. En janvier 2008, il quitte le monde du journalisme pour devenir directeur général du Football Club de Nantes, où il restera 2 ans. Il retourne alors au journalisme sportif et rejoint iTélé pour présenter l'émission L'œil de pro, puis 13h foot et 20h foot. Côté RTL, il rejoint le multiplex RTL L'équipe, ainsi que l'émission Le Grand Match de Ligue 1. Lorsqu'à la rentrée 2012, Eugène Sacomano prend sa retraite, Praud devient le chef de file de On refait le match. Virage, à la rentrée 2014, il remplace Léa Salamé à la présentation de l'émission de débat politique Ça se dispute sur RTL, à laquelle participent Éric Zemmour et Nicolas Domnac. À partir de novembre 2016, c'est l'heure des pros sur CNews. La liberté de ton du programme et un plateau qui penche un peu plus à droite que dans les émissions concurrentes rencontrent un vrai succès. L'émission était fin 2019 la plus regardée de la chaîne, réunissant 200 000 spectateurs. Il a fait bien mieux depuis. Il quitte RTL en 2023 pour rejoindre la tranche du midi d'Europe 1 pour animer Pascal Praud et vous. À la rentrée 2023, il signe également une chronique dans le Journal du Dimanche. Il est attaqué dans Le Parisien du 21 mars 2020 par Claude Askolovitch, je cite. « C'est un homme cultivé, sympathique,
Mais par cynisme, ou gloriole, ou par conviction idéologique, il organise le pire du cirque médiatique. Fin de citation. Il sera défendu par Elisabeth Lévy dans Causeur du 2 octobre 2023. Je cite « CNews ne donne pas de leçons de maintien et ne dit pas aux gens qu'ils ne vivent pas ce qu'ils vivent. C'est la véritable raison de la haine que certains vouent à Pro et à CNews. Remettre en cause le magistère moral que la gauche culturelle s'était indûment auto-décerné. » Fin de citation. Mais la principale raison de son impopularité relative est sans doute son succès à la rentrée 2023. Son émission L'heure des pros 2 connaît un écho grandissant et rassemble ainsi plus de 900 000 spectateurs le 10 octobre 2022, atteignant une audience de 4,4% et dépassant très largement Laurent Ruquier sur BFM TV à la même heure. Insupportable pour le petit monde libéral libertaire, et disons-le aussi, un peu rassurant.